À toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de Sycomore. Je serai accompagné aujourd'hui de Stanislas de Vaillancourt, qui est responsable chez Sycomore de toute la gestion obligataire. Bonjour Stanislas. Bonjour Olivier. Et nous serons également accompagnés de deux gérants actions, Julia Coulot, qui gère le fonds Sycomore Europe Happy at Work, et David Evenville, le gérant de notre fonds de technologie responsable, Sycomore Sustainable Tech. Bonjour Salut. Julia, bonjour David. Salut Olivier. Alors, je Bonjour. rappelle à tous nos auditeurs, avant de lancer ce webinaire, que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez à nos gérants grâce au petit bouton élu à cet effet dans l'application. Nous essaierons de répondre à toutes ces questions à l'issue du webinaire dans environ 30 minutes. Vous aurez également la possibilité de retrouver la présentation et un replay de ce webinaire. Stanislas, on commence avec toi. L'été a été un petit peu chahuté sur les marchés. On a notamment vu une belle croissance de la volatilité fin juillet, début août. On nous annonce aussi des ralentissements économiques un petit peu partout. Et dans le même temps, les banques centrales baissent leur taux d'intérêt. On l'a vu hier soir avec la Banque centrale américaine. Qu'est-ce qu'on doit penser de cette situation, Stanislas? Alors, on avance dans le cycle. Il y a plusieurs éléments intéressants en cette rentrée. Le premier, c'est qu'on sort complètement du cycle d'inflation élevée et on rentre aujourd'hui dans une phase d'inflation plus normalisée. C'est vrai sur l'inflation générale, qui comprend également le prix des matières premières et qui va continuer à baisser fortement puisqu'on voit le prix du pétrole qui est en forte baisse maintenant sur un an glissant avec ces derniers mois, de manière générale, des commodities qui sont plus basses, mais également sur l'inflation cœur qui est beaucoup plus regardée par les banquiers centraux et qui, petit à petit, continue de baisser, de réduire. C'est vrai aux États-Unis, mais c'est également vrai en Europe et c'est aussi vrai en Chine où on a là quasiment de la déflation. Donc, le fait d'avoir vraiment passé le cap de cette problématique de l'inflation donne aujourd'hui aux banques centrales des perspectives, des possibilités surtout d'assouplir. C'est ce que la Fed a fait hier soir, c'est ce que la BCE a fait. 25 points de base au mois de juin, on passe de 4 à 3,75 et à nouveau la semaine dernière, 25 points de base. Donc maintenant, les taux BCE sont à 3,5, donc c'est une baisse significative. Et vraiment, ça rentre dans un nouveau cycle. Là où on a peut-être un point d'attention en ce qui nous concerne, c'est qu'on pense que les attentes de baisse de taux qui sont aujourd'hui pricées par le marché sont peut-être un petit peu trop élevées, un petit peu comme en décembre l'année dernière où il y avait eu beaucoup d'attentes et finalement, en effet, les banques centrales entament ce cycle, mais probablement, et c'est également le message de la Fed hier soir, ça va être progressif. Ils ont fait 50 points de base hier, mais le message, c'est ne vous attendez pas à d'autres baisses de 50 points de base, on sera plutôt sur des baisses de 25 points de base. Donc, on rentre dans un cycle de baisse de taux avec parallèlement à ça ce qu'on appelle un soft landing, c'est-à-dire un ralentissement de l'économie, mais pas du tout une récession. Et donc le cumul des deux fait une situation quand même plutôt favorable, mais un peu plus changeante. Donc évidemment, comme on a des données qui sont parfois hétérogènes, il y a des jours où on a une forte confirmation, on a une confirmation des dynamismes de la croissance américaine, mais fin juillet, on a eu plusieurs données, à la fois des publications de résultats un petit peu moins bonnes, la problématique de la hausse des taux au Japon qui arrête le carry trade, et donc on commence à avoir des marchés plus volatiles. Et ça, c'est intéressant parce que quand on a un peu plus de volatilité, de la rotation sectorielle et ce qu'on appelle le broadening, c'est-à-dire en fait un élargissement des titres qui participent à la hausse des marchés, bah, en termes de gestion et en particulier sur la gestion action, et on en parlera juste après, ça donne beaucoup plus de possibilités et on le retrouve dans les performances des fonds avec plus de stock picking, plus d'alpha généré par le stock picking et donc ça c'est très intéressant. Donc notre scénario, ça reste quelque chose d'assez constructif avec ce ralentissement progressif, ralentissement plus marqué en zone euro, beaucoup plus marqué en Chine. En revanche, les États-Unis qui continuent à tirer la croissance mondiale. Et ça, c'est vraiment encore un élément positif, en particulier pour nos gestions globales. Très bien, Stanislas, merci. On va voir tout de suite avec les gérants actions quel peut être l'impact justement de cette situation sur les fonds actions. Donc, on commence avec toi, Julia, honneur aux dames. Tu gères le fonds Sycomore Europe Happy at Work. Est-ce que tu peux déjà nous rappeler la philosophie du fonds et puis, dans le contexte qu'a décrit Stanislas, nous expliquer comment tu as réalisé depuis le début d'année une excellente performance sur ce fonds? Oui, bien sûr, Olivier. Bah, je dirais déjà dans ta question, il y a deux éléments qui sont la philosophie du fond et son approche, et de l'autre côté, ses performances. Eh bien, je voudrais démarrer par une conviction qui est celle d'une persuasion sur le fait que dans un fonds comme Sycamore Europe Happy at Work, on peut vraiment avoir un peu les meilleures idées du monde et du coup réussir à marier d'un côté une approche ESG
très claires, très structurées, et de l'autre côté, de belles performances pour nos clients. Et c'est particulièrement d'actualité dans un contexte où, surtout ce qui est fonds sociaux, on n'a pas encore un consensus. En fait, on est toujours en manque d'une taxonomie sociale. Et de l'autre côté, nos clients sont demandeurs de ce type de fonds, avec un impact positif pour le client sur les sociales. Et d'autre part, le fait qu'on vienne de quelques années où il y a eu effectivement un emballement sur les jets qui n'a pas toujours été accompagné par des bonnes performances du fait de certains biais sectoriels ou de certaines thématiques qui ont été un peu moins au rendez-vous dans le contexte des marchés avec les taux qui montaient et tout ce qu'on connaît. Donc, pourquoi sur Europe Happy at Work, on peut marier les deux? Premier point, c'est sur la philosophie, l'approche. C'est un fonds qui, effectivement, est structuré sur une théorie qui est celle du collaborateur heureux, entreprise performante. Donc, en fait, ça a été étudié par la recherche. On voit effectivement qu'il y a une corrélation entre un collaborateur épanoui et de l'autre côté des performances en bourse qui sont satisfaisantes. Mais au-delà des chiffres et de l'académique, je pense que c'est quelque chose qu'on peut ressentir tous dans nos quotidiens. Et c'est vraiment, est-ce que j'ai du sens dans ce que je fais? Est-ce que je vois un objectif dans mon travail? Et ça, c'est, je dirais, davantage important pour les nouvelles générations comme les Gen X, les millennials, où un peu l'échelle des valeurs et des priorités est différente comparée aux générations précédentes. Est-ce que j'ai de l'autonomie? Du coup, est-ce qu'effectivement l'esprit entrepreneurial de chacun d'entre nous pourrait monter à non avec de l'innovation où il est vraiment bloqué par les différents niveaux de l'organisation? Est-ce que mes compétences sont mises à jour encore hyper importantes dans un contexte qui évolue vite, où les compétences d'hier ne sont plus les compétences d'aujourd'hui? Est-ce que les relations sont bonnes? On sait là aussi la santé mentale, les impacts de burn-out, les coûts pour l'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que mon entreprise m'accompagne dans cet équilibre? Et enfin, est-ce qu'il y a de l'équité? Et donc, est-ce que, par exemple, les top managers sont hyper payés et c'est absolument incompréhensible pour les autres employés? Est-ce qu'il y a il y a de la diversité? Donc, tout ça, c'est vraiment notre méthodologie d'analyse propriétaire qui s'appelle SACRE, qui est bien évidemment basé sur les chiffres, mais on ne peut pas résumer toute la complexité d'une entreprise juste sur un taux de rotation du personnel ou sur la diversité des comités exécutifs. Et c'est les gros du travail qui font nos analystes d'échanger avec les DRH, les employés, les anciens employés, des experts pour nourrir cette analyse. Donc, j'ai dit c'est important parce qu'il y a encore un marché qui manque d'un consensus sur ce qui a un impact social. Et de l'autre côté, chez Sycomore, une méthodologie qui existe depuis presque 9 ans, qui a fait ses preuves sur la durée des preuves autant sur l'aspect extra-financier, mais je dirais on revient aux performances. Au final, c'est hyper important pour nous comme gérants et pour les clients aussi. C'est un fonds qui, effectivement, cette année a environ 400 points base d'avantage vis-à-vis de son indice de référence. Et comme je le disais, Stanislas, ça vient vraiment de la sélection des valeurs. Donc, en fait, étant un fonds thématique, on n'est pas pour ça très biaisé sur certains secteurs. C'est un fonds qui est basé sur les pratiques. Donc, on peut être équilibré, on le verra par la suite, Oui. tout en sélectionnant les meilleures entreprises dans chaque secteur. Et deuxième point, je dirais, 2024, c'est une bonne année, mais c'est 9 mois. Si on fait une marche arrière, on voit que c'est un fonds qui, depuis son lancement, a de très belles performances vis-à-vis de son indice, avec une moindre de volatilité, ce qui nous rassure effectivement sur le fait que cette approche est créateur de valeur vraiment sur les deux côtés. Le fait d'être bien au travail crée de la valeur pour son entreprise, voilà, quelle que soit la période et le contexte. Merci Julia. David, on passe à toi avec la technologie responsable, hein, avec Sycomore Sustainable Tech. Donc, technologie responsable, comment tu fais pour être responsable dans le secteur de la technologie et qu'est-ce que ça implique en termes de choix de valeur? Première question. Et puis, peut-être pour continuer, par rapport à la volatilité qu'a décrit Stan, elle a été du coup exacerbée sur les valeurs technologiques. Alors, question, est-ce que c'est plutôt l'éclatement d'une bulle technologique ou le bon moment pour investir sur le secteur? Ouais, non, c'est une très bonne question, Olivier, merci. Sur le côté sustainability, sur le côté ESG, en effet, c'est difficile être un fonds article 9 parce que Sustainable Tech est un fonds article 9 qui veut dire que 100% de nos valeurs sont durables. C'est assez difficile dans la tech, il n'y en a pas beaucoup sur la place. Et pour nous aider à faire des meilleurs choix, quand le fonds a été lancé en 2020, nous avons créé une charte de la tech responsable, un fonds qui nous aide à guider, à faire des sélections de valeurs vraiment à l'intérieur de la tech, spécifiques pour la tech, d'une manière durable et sustainable pour le reste du temps. Donc, en effet, il n'y a pas beaucoup de méga caps
qui passe ses filtres. Notre fonds, par exemple, a seulement 2 des 7 magnifiques et pas de GAFA, ce qui est un élément d'assez grande différenciation quand on pense au profil de risque et de potentiel performance dans un élargissement de marché que Stanislas discutait et qui nous compare assez bien comparé aux ETF, aux fonds passifs qui sont 30, 40, 50, voire des fois même presque 60% méga cap dans la tech. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir un positionnement très différent de ces fonds-là et qui devrait profiter d'un élargissement de marché, on l'espère. Sur ton point sur la volatilité, en effet, il y a trois fois dans les 30 dernières années sur lequel le VIX, qui est l'indicateur de peur aux États-Unis, qui est la volatilité du S&P 500, qui a frappé ou fracassé 60 dans l'histoire, trois fois dans les 30 dernières années. Donc, c'était le 5 août 2024. OK. C'était le mars 2020 durant début de la crise de COVID et c'était la grande crise financière de 2008, je pense au mois de novembre ou décembre. Donc, on peut maintenant mettre le 5 août 2024 dans un de ces événements de cataclysme financier. Je blague, bien sûr, mais pour nous, cette volatilité-là était beaucoup plus liée à un débouclement de positionnement. Stan parlait du carry trade sur le yen, positionnement macro, positionnement très long sur la tech, sur les semi-conducteurs et sur l'IA, et non une réflexion des fondamentaux dans la tech et de la croissance de valeur. Quand on était assis ici en début d'année et encore l'année dernière, on discutait justement d'une reprise cyclique pour le secteur de la tech et on croit vraiment qu'on est dans le début de cette reprise cyclique, ce qui nous rend assez positif pour la fin de 2024 et 2025, surtout avec des taux de la Fed qui descendent. Oui, parce que les publications de résultats restent très solides. Très forte en tech. Et même, vous allez le voir à l'écran, vous pouvez voir vraiment qu'il y a un regain de la croissance des bénéfices depuis la fin de l'année dernière et on croit vraiment qu'on est en dessous de la performance idéale d'un cycle de la tech. Donc, on voit beaucoup de potentiel pour une hausse des bénéfices en 2020, fin 2024, début 2025. Super, donc la tech, on y va. On y va. Allez. Merci, merci David. Julia, je reviens à toi sur Sycomore Europe Happy at Work. Quels sont les secteurs dans lesquels on est heureux au travail, on est happy at work, on a un réel bien-être au travail, et ces secteurs sont-ils bien armés justement pour affronter la période qui est devant nous? Oui, ça c'est un point très important du fond, je l'ai mentionné rapidement auparavant, c'est un fonds basé sur les pratiques, donc on n'est pas des a priori, on ne dit pas ce secteur-là il sera jamais éligible. Bien évidemment, c'est un fonds qui est labellisé ISR, qui est article 9, donc on a un peu toutes les exclusions qu'on peut s'attendre en termes de controverses, d'extraction de pétrole, donc ça, il n'y a pas de quoi, mais c'est vraiment le fait d'être un fonds labellisé. En termes de pratiques, on ne se dit pas ce secteur il va jamais être investissable. On va vraiment faire le travail des fonds de connaître l'entreprise et en quoi elle est différenciée des autres, en quoi elle permet à ses collaborateurs de s'épanouir. Donc c'est vrai que historiquement, les fonds ont quand même un certain biais qualité-croissance parce qu'effectivement, c'est davantage plus facile de permettre aux collaborateurs d'avoir une visibilité si le business, l'activité de l'entreprise est elle-même visible. Ça crée moins de la volatilité. Mais comme vous pouvez le voir sur la slide, on a un positionnement sectoriel qui est assez équilibré sur les fonds. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, et c'est là où il y a vraiment les deux côtés des ESG plus gestion, moi, en tant que gérant, je n'ai pas envie de prendre des paris très, très poussés sur les positionnements du fonds. Et je préfère créer de la valeur davantage sur l'alpha que sur les bêtas du portefeuille. Du coup, effectivement, on a aujourd'hui un positionnement qui est un tout petit peu plus défensif, qu'on a mis en place en début d'année et pendant l'été, parce qu'on voyait qu'effectivement, dans les marchés, il y avait une attente d'une grosse reprise dans la deuxième partie de l'année, dans laquelle on ne croyait pas plus que ça. Du coup, on est bien évidemment en contact constant. Cette idée de ralentissement n'était pas cohérente avec cette idée d'accélération des bénéfices d'entreprise. Aujourd'hui, je pense qu'on a fait 80% du travail. Du coup, les attentes ont été bien rebasées. Et on s'est remis dans une optique où effectivement les positionnements défensifs du fonds avec un peu plus de pharma, un peu plus de télécom, des utilities, des staples, il a peut-être bien payé et on peut davantage remettre un peu de cyclicité, toujours en maîtrisant les risques, donc sans prendre des biais trop extrêmes. C'est un fonds qui est assez concentré, on a une quarantaine de positions en portefeuille. Du coup, encore vraiment, mon message, c'est on est dans un environnement de marché qu'on trouve être
positif pour les actions européennes, avec des valorisations qui sont correctes et déjà un rebasement des attentes qui a été fait cet été. On n'est pas pour ça outright bullish, je dirais. On est quand même dans un contexte de ralentissement et d'où ce positionnement équilibré et cette quête des valeurs plutôt sur les titres. On en a fait quelques-uns de nouvelles positions en portefeuille très récemment. On a renforcé des titres comme les grandes dans la partie industrielle où on a effectivement toute l'exposition au cycle de construction qui a bien purgé les effets de la hausse des taux et qui est bien positionné pour retrouver la croissance l'année prochaine, ou des valeurs comme Finecobank dans les financières, où on joue là plutôt le fait qu'on a un grand mur d'épargne qui était stocké dans les monétaires, on laissait, et dans les obligues. Et nos clients qui sont connectés les savent bien. Il y a de grosses attentes sur comment cette mur d'épargne va être réinvesti dans des produits un peu plus différenciés pour les clients. On espère effectivement que cette épargne va se redéployer rapidement sur, pourquoi pas, les fonds actions, pourquoi pas dans la tech, David. Justement, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de valeurs de la tech que tu as en portefeuille Bien sûr. et qui reflètent justement cette capacité à croître, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, notamment avec la croissance des bénéfices qui peuvent être très importantes. Et puis, il y a beaucoup de valeurs sur l'IA dans ton portefeuille. On entend parfois que l'IA arrive peut-être à un niveau d'essoufflement. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a encore de belles perspectives sur cette thématique? Ouais, bon, la réponse c'est oui, mais je reviens à ça dans quelques instants. En effet, quand on pense à Sustainable Tech, on est des investisseurs vraiment focusés sur la croissance et la qualité. Quand je dis ça, c'est la croissance de qualité. Donc, on essaie de trouver des valeurs sur lesquelles la croissance sera durable, pas seulement d'un côté ESG, mais d'un côté durabilité à travers le temps et une croissance qui va être efficace, efficient growth. Donc, c'est vraiment les deux phares noirs pour nous sur qu'est-ce que veut dire la croissance de qualité. Sur les valeurs et sur les secteurs, on continue d'être assez positif sur les semi-conducteurs. On a pris quelques profits en début d'été et dans les dernières semaines, on a recommencé à déployer du capital vers les semi-conducteurs. On aime bien Nvidia, j'en discute un petit peu plus tard plus spécifiquement sur l'IA. Mais on aime aussi toute la chaîne de valeur qui est liée à une reprise cyclique de la demande de la tech d'entreprise. Et ça, vraiment, on sort d'une quasi-récession en 2022-2023, spécifique sur la tech. Je sais que le consommateur va très bien, les industries sont OK, mais la tech, vraiment, il y a eu des grosses coupures de budget, beaucoup de licenciements. Et vraiment, on est vraiment dans le début d'une reprise de dépenses sur la tech. On achète des nouveaux PC, on achète des nouveaux serveurs et vraiment sur quoi on se positionne dans les semi-conducteurs. Aussi, on croit que ce qui s'est passé hier avec la Fed, une coupure de 50 points base, avec une économie qui est quand même assez forte, surtout aux États-Unis, on croit vraiment que le cycle va continuer de s'élonger, sera plus long qu'on croyait. Donc, on est en train en ce moment de se repositionner plus fortement sur les semi-conducteurs cycliques, les semi-conducteurs industriels et automobiles, quelque chose qu'on n'avait pas beaucoup dans le portfolio en début d'année. Donc, sur le logiciel, qui est une autre bonne partie du portfolio, ça, c'est quelque chose qu'on avait laissé de côté en début d'année et vraiment, on est en train de renforcer le positionnement là. Il y a une valeur spécifique qu'on aime beaucoup qui s'appelle Workday, qui est une boîte de logiciels large cap aux États-Unis, hein, même qu'aux États-Unis, ce serait peut-être plus une mid cap parce que les méga caps sont toutes à plus de 1000 milliards. Mais vraiment, on aime bien Workday parce que ça fait partie de cette reprise cyclique des dépenses des entreprises sur la tech, mais aussi, ils ont un CEO vraiment qui prend une approche active, proactive la gestion des coûts et on s'attend vraiment des fortes gains sur les marges opérationnelles. Donc, Workday. Sur l'IA, qui est la question que tout le monde veut discuter, il y a eu beaucoup de volatilité en début d'été, en milieu d'été et aussi en début septembre. Pour nous, l'investissement sur l'IA ne fait que commencer. On a beaucoup de conviction sur le fait que les 6 plus gros clients d'NVIDIA et de la chaîne de valeur de l'IA continuera de dépenser plus en 2025, mais encore plus en 2026. Et ça a été reconfirmé par des meetings qu'on a eu avec des entreprises et on croit sera accentué par le nouveau modèle que OpenAI vient de lancer qui est O1. C'est un système de raisonnement, donc c'est pas un large language model comme qu'on connaît aujourd'hui. C'est un système fait pour attaquer des tâches plus complexes. Donc, quand on parle de bulles, nous, on voit encore beaucoup de upside sur les chiffres d'NVIDIA cette année. On le voit sur la diapositive.
Et en plus, le multiple est presque en bas de cycle pour Nvidia. Donc, il était beaucoup plus cher en 2021 sur le COVID. Donc, pour nous, il n'y a pas de signe de bulle. Il y a beaucoup d'excitement. Les gens vont dépenser beaucoup. Il y a beaucoup de positionnement sur les semis, mais vraiment, on croit que ce qui va être le plus important dans les prochains 12 à 18 mois sur l'IA, ce sera vraiment la croissance des bénéfices. Et vraiment, les chiffres sont beaucoup trop bas et les valos sont basses dans la chaîne de valeur de l'IA. Donc, on aime l'IA encore. Bon, merci. C'est vrai que c'est une question quand même. Beaucoup de gens se disent, est-ce que c'est pas trop cher, pas trop valorisé? Donc toi, tu dis non, il y a encore de la place, et notamment grâce à cette croissance des bénéfices qui va continuer. Oui, exactement. Puis justement, hier, je suis en train de construire juste une analogie à Cisco en 2000. Je te partagerai si tu as des clients qui sont intéressés, juste voir le changement des bénéfices sur NVIDIA comparé à ce qu'on voyait sur Cisco en 1999-2000. Ça n'a rien à voir. Cisco est allé à 120 fois les bénéfices. NVIDIA est à 22 fois nos chiffres pour l'année prochaine. Donc, Ce qui n'est pas très cher. exactement. C'est en ligne avec le marché. Merci David, merci Julia pour cet éclairage sur les fonds actions. On revient, Stanislas, avec toi à quelque chose de plus régulier, de plus patrimonial, avec le monde obligataire. Tu gères chez Sycomore les deux fonds datés que nous avons lancés, Sycoïde 2026, nous avons lancé il y a 2 ans tout pile, en septembre 2022, et puis Sycoïde 2030, lancé plus récemment, en mars de cette année. Deux fonds qui ont connu un beau succès commercial auprès de nos distributeurs et clients, que je remercie au passage pour leur confiance, puisque Cyclil 2026 fait aujourd'hui environ 450 millions d'encours sous gestion, et puis Cyclil 2030 vient de passer, là, il y a quelques semaines, la barre symbolique des 100 millions d'euros sous gestion. Donc Stanislas, on a collecté, on est content, mais compte tenu du contexte et de cette baisse des taux qui arrive, est-ce que c'est encore le moment de faire un fonds daté? Alors, je pense que oui, mais et il y a plusieurs raisons, mais je vais un peu séparer les deux fonds. Si on regarde Psychoïl 2026, euh, on pense que c'est un produit qui est encore très attractif aujourd'hui. Quand on en parle avec Emmanuel, avec qui on gère les fonds crédits, on est dans une phase assez intéressante où les taux monétaires sont en train de baisser et ont déjà baissé. On est passé de 4 à 3,5 en zone euro et on va aller vers 3 d'ici le début de l'année 2025 et probablement un petit peu plus bas jusqu'en juin 25. Donc ça va aller très vite. Depuis 18 mois ou depuis 2 ans, on a lancé ces fonds il y a 2 ans et comme tu l'as dit, on a eu un fort succès commercial. C'est un demi-milliard de collectés sur ces nouvelles stratégies, mais c'est surtout un très bon succès de performance. Parce qu'il y avait souvent la question de dire, bah, maintenant que les taux sont montés, finalement, le monétaire devient un actif attractif. Mais quand on regarde sur 2 ans, on a le double de performance sur ces fonds datés avec des volatilités sur les cycles qui sont très basses. Donc on est à plus de 12% de performance en 2 ans contre à peu près 6 pour du monétaire. Donc il y a un net gain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment quand on regarde le cycle 2026, qui est à peu près à 4,4% de rendement à maturité, on va avoir un écart croissant donc, en sa faveur contre la rentabilité du monétaire, qui aujourd'hui est à 3,5, mais qui très rapidement va aller à 3,25, puis à 3. Donc on va avoir quasiment 150 points de base d'ici 4 ou 5 mois d'écart de rémunération positive pour ce produit, à qui il reste 2 années de durée de vie, et donc un gap très favorable, puisque dans ces dernières années, on a beaucoup de visibilité, les obligations sont courtes, donc peu volatiles, et donc quelque chose d'encore finalement très facile à porter et très rémunérateur pour les investisseurs. Et donc, il valide pleinement à la fois son passé, avec une très bonne année 2023, et également ce qu'il est aujourd'hui et ce qui reste pour le fonds 2026. Sur le fonds 2030, pour nous, il y avait vraiment deux piliers à l'investissement, enfin deux convictions fortes quand on a lancé ce fonds il y a 6 mois. La première, c'est de dire, on voyait arriver ce cycle de baisse de taux, et d'ailleurs on en a parlé très tôt à nos clients, il y a maintenant un an, et on a dit il faut être capable de se projeter sur des obligations plus longues, puisque l'environnement de taux qu'on a connu en 2023 et en 2024, avec des rendements très attractifs sur les obligations d'entreprise, on risque au fur et à mesure de le perdre. Et ce qu'il ne faudrait pas, c'est se réveiller en 2025 ou surtout en 2026 en se disant, bah, ah, c'est dommage, j'ai gardé des positions sur le monétaire ou sur le fonds en euros. Les rémunérations étaient pas mal à l'époque, elles étaient à 4. Et puis aujourd'hui, on est à 1,75 ou à 2, ou même peut-être un peu plus bas que ça. Et donc l'idée était vraiment de dire, c'est maintenant qu'il faut investir sur des obligations plus longues pour bénéficier pendant une période de 4 ou 5 ans à partir d'aujourd'hui, dans l'environnement de rendement actuel qu'on a sur les obligations entreprises, qui est très attractif. Et ça, c'est vraiment l'idée de Cycoïde 2030, c'est de dire,
Cette fenêtre de taux élevé, elle va être assez courte. Comme on l'a dit en introduction, l'inflation, c'est derrière nous. C'est pas complètement derrière nous, mais en gros, on a passé le plus gros et on est dans la phase vraiment où elle est en train de se tasser très progressivement. Ça va mettre du temps, mais c'est en cours. Les taux monétaires, on le voit tous déjà, c'est en train de plonger. Et donc, je crois qu'au contraire, c'est maintenant le bon moment pour bénéficier de cette dernière phase où on va pouvoir loquer ces rendements attractifs, mais pas uniquement pour la fin de l'année 2024 ou pour 2025, mais pour plusieurs années par la suite. Et la deuxième grosse conviction pour Cycloïd 2030, c'est de dire on va rentrer aussi par le jeu des maturités des obligations qui sont disponibles dans le marché dans une forte période de refinancement avec beaucoup d'émissions sur le marché primaire pour les entreprises. Et ça, c'est exactement ce qu'on a depuis le début de l'année avec beaucoup d'émissions et du coup pour nous la capacité de faire notre marché. Quand on a lancé Cycloïd 2030, on a investi dans le courant du mois de mars. On a toujours eu depuis le mois de mars entre 5 et 5,30 de rendement à maturité. Et donc sur 6 mois, ça aurait dû nous donner une performance brute de frais de à peu près 2,5%. Or, ce qu'on voit, c'est que le fonds est à plus de 4% de performance depuis son lancement. Et il a toujours ce rendement attractif qui est légèrement supérieur à 5. On est à 5,30 aujourd'hui de rendement à maturité. Donc il a largement, en fait, il a surperformé son rendement aussi parce qu'il faut voir que dans le marché, on trouve des choses très attractives à faire et qu'il ne faut pas forcément aller chercher le fonds daté qui a le plus de rendement. Ce qui compte, c'est la performance au final qu'on va réussir à délivrer et de trouver le meilleur mix entre la qualité des entreprises dans lesquelles on investit et la performance que les obligations vont offrir. Et ça, c'est exactement ce qu'on a fait sur le 2026 et ce qu'on est en train de mettre en place et de reproduire sur le fonds 2030. Oui, en plus, la baisse des taux qui arrive devrait être favorable à la valeur liquidative des fonds datés dans les semaines ou les mois qui viennent. Alors, la baisse des taux, oui, elle est toujours favorable aux obligations. Nous, on préfère qu'elle soit globalement progressive. C'est vrai que depuis 2-3 mois, on a une baisse des taux. On avait eu plutôt une hausse de taux entre le mois de janvier et le mois d'avril. Donc, il peut y avoir un peu de volatilité sur les taux. Il y a également l'aspect crédit, c'est-à-dire que comme ces obligations d'entreprise, il y a ce qu'on appelle un spread de crédit qui nous surrémunère par rapport à une obligation sans risque comme une obligation d'État. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est les entreprises qui sont solides. On a des entreprises en portefeuille comme Picard Surgelé, Birkenstock, les Hôtels Accor, donc des entreprises qui sont connues, plutôt vraiment avec un cœur de portefeuille basé sur le W. Donc on a un petit peu d'investment grade, ce qui est rare dans les fonds datés, mais ce qui ancre le portefeuille avec une bonne qualité, et un cœur de portefeuille sur le W. Alors, ouais, tu as parlé de quelques valeurs, et c'est là où je voulais aussi t'emmener, parce que comment est-ce que tu fais, comment est-ce que tu trouves des entreprises pour rester justement aussi patrimonial? Tu vois, on est sur WB, WB+, sur le 2030, on est en risque SRI 2, et donc effectivement, quand on Alors, choisit un fonds daté, on ne regarde pas que le rendement tout à actuel, fait. mais aussi le Parce risque que, qui en est pris en fait, on portefeuille. pourrait faire un fonds daté qui affiche 7% de rendement à maturité. Mais si c'est pour avoir des problèmes sur les entreprises en portefeuille, avoir besoin de les vendre, et finalement, à la fin, ne pas délivrer ce 7%, donc être beaucoup plus volatile, et finalement décevoir sur les attentes, on préfère faire l'inverse. C'est-à-dire dire, voilà, on promet du 5, et finalement, par le choix d'entreprise, enfin, aujourd'hui, il y a du 5 dans les conditions actuelles de marché, qu'on trouve favorables, et arriver à les délivrer. Donc c'est vraiment pour nous cet intermédiaire de marché entre le triple B, le double B et un petit peu de simple B, pas de triple C dans les portefeuilles, très peu de financières. Donc l'année dernière, on a bien traversé l'épisode SVB, évidemment la faillite de Crédit Suisse sur lequel on n'était pas du tout positionné. Donc ça, pour nous, c'est très important, la sélection de titres, ce positionnement intermédiaire en qualité avec des rendements attractifs. Et donc, à la fois depuis 2 ans, et je pense que c'est ce qui a fait le succès, les performances ont été très bonnes, mais on pense qu'il reste vraiment aujourd'hui beaucoup de potentiel. On sait qu'il y a d'autres actifs. Il y a eu parfois des taux boostés pour les nouveaux entrants sur les fonds euros, etc. Les assureurs ont eu besoin d'attirer des capitaux, mais avec la baisse des taux d'intérêt, ils vont avoir moins cette capacité-là, alors que les fonds datés, bah, ils ont un côté où la performance est beaucoup plus pérenne. Et surtout, l'idée du 2030, c'est de pouvoir la garder plus longtemps que les clients, et ça pendant plusieurs années. Et le fonds daté est l'actif parfait pour avoir cette partie du C nécessaire pour aller chercher le bonus chez les assureurs. Ah bon. Bien. Merci ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que tous les fonds que nous avons évoqués, que ce soit les fonds datés ou les fonds actions, sont disponibles chez nos partenaires plateformes et assureurs qui travaillent avec les CGP et bien sûr également en part institutionnelle. On va prendre quelques questions de nos auditeurs. Alors, peut-être première question pour toi, David, Ouais. sur le fonds tech. Le fonds a souffert cet été, il y a quand même eu une forte baisse.
plus que la question que je t'ai posée tout à l'heure sur le marché, est-ce que c'est le moment de rentrer sur ton fonds? C'est une très bonne question. Bon, oui, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, et Stan aussi, mais vraiment, on croit que maintenant qu'on est de l'autre côté de la bataille contre l'inflation, l'élargissement de la performance des actions devrait être assez positif pour le fonds, spécifiquement. Si on regarde 2023, ça a été une super bonne année pour la tech, oui. Les Magnificent Seven avaient fait 107%, le stock médian de tech environ 30-35%. Donc, il y avait un grand écart. Si on regarde cette année, ça avait bien commencé. Les méga caps avaient sous-performé le reste du marché. Si on regarde depuis le mois d'avril, depuis le mois de mai, ça a été vraiment un renversement complet entre les deux. Donc, pour nous, des baisses de taux, un cycle économique qui continue, une reprise de demande sur les budgets de la tech, ça va être super pour toutes les valeurs de tech, pas seulement les méga caps, pas seulement les ETF qui sont très top heavy, qui sont très lourds avec les gros poids. Donc, ouais, on pense que c'est le moment de rentrer parce que il y a beaucoup de nos valeurs qui sont dans des bonnes valos, avec des bonnes perspectives de croissance. C'est sûr qu'il y a l'élection américaine au mois Qui de novembre. arrive. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Je veux pas me prononcer. Ça va peut-être créer un petit peu de volatilité, mais nous, on utiliserait cette volatilité-là pour se positionner pour un rallye de fin d'année, on espère, mais surtout un 2025 focusé sur la croissance des bénéfices. Et nous, on achète des boîtes qui ont la croissance de bénéfices de plus haute qualité qu'on peut trouver dans la tech. Donc, on pense que ça va bien fonctionner. Mais on verra. Une nouvelle question, peut-être pour toi, David, ou toi, Stanislas, enfin tous les trois. Quel est l'impact de la baisse des taux de la Fed d'hier soir sur nos portefeuilles? Bah, question pour tous les trois, tiens d'ailleurs. Alors, bon, il y a une première chose, c'est que les marchés ont ouvert il y a un quart d'heure. Ce qui est intéressant dans la Fed hier, c'est qu'elle a fait 50 points de base, donc il y avait une hésitation à 25 et 50, mais elle a dit, en gros, c'est la seule fois que je vais le faire et ce sera plutôt 25. Donc ce qu'on a vu, c'est plutôt une légère remontée des taux longs. Et aussi, bah, finalement, ce qu'aiment bien les marchés, c'est de la visibilité. Et donc, comme la Fed, elle nous donne en partie ce qu'on appelle son playbook ou son guide de route pour l'avenir, où elle nous dit, bon, bah voilà, là, j'ai fait une grosse baisse pour commencer, puis maintenant, je vais faire un cycle de petites baisses. Les marchés peuvent s'inscrire dans une dynamique. Il ne manque plus que l'élection du président américain dans 45 jours pour finalement avoir quelque chose qui est en place, où on sait qu'on a une croissance qui certes ralentit mais tient, un cycle de baisse de taux qui est plutôt favorable et un cadre politique clair. Et ça met en place une architecture pour l'investissement qui est assez constructive. Ouais, pour nous, ça change pas trop. On continue d'être positionné sur les différents secteurs de la tech. Peut-être un petit peu plus de focus sur une reprise cyclique dans les semis, mais à part de ça, c'est vraiment la même. On fera pas des grands changements. Et toi, Julia? C'est un message similaire. Je dirais, tout à l'heure, je disais c'est un fonds équilibré dans lequel on fait du stock picking. On avait vu quand même que les contextes des taux qui montaient beaucoup, qui tiraient tous les secteurs un peu plus value, un peu, oui, moins pertinentes pour les fonds, ça avait quand même été pas favorable aux performances relatives sur quelques années, en fin 2021-2022. Du coup, effectivement, une optique dans laquelle les taux commencent à descendre, ça revient vers la faveur des entreprises qui ont une belle visibilité. Du coup, je trouve effectivement à très court terme, je partage les constats qu'on pourrait avoir un petit repositionnement qui sort de la partie très défensive du marché qui était en train de se protéger vis-à-vis d'un hard landing. Du coup, ça peut-être s'est écarté. Donc, on a un peu plus de souffle sur la partie cyclique. Mais si on tient un peu en vision un peu plus 12 mois, effectivement, cette baisse progressive des taux, autant aux États-Unis qu'en Europe, ça permet à la valorisation des groupes avec des perspectives de croissance visibles sur la durée, qu'on partage tout comme esprit d'investissement, de réussir à performer sur la croissance des bénéfices et de ne pas être tué par la hausse des taux qui a un impact négatif sur la valorisation. Merci, Julia. Dernière question, élection américaine, pour les marchés, pour nos fonds, plutôt Trump ou plutôt Kamala Harris? Ouais, je peux en discuter, étant aussi américain, et justement, je dois faire mes cartes de vote. Euh, Il y a beaucoup d'opinions sur tout ça. Pour moi, tant que ce soit pas un blue sweep ou un red sweep, donc
que le président ne gagne pas aussi le Sénat et la Chambre des représentants, il n'y aura pas trop de changements et pas trop d'impact sur les marchés d'actions. On verra. C'est sûr qu'il y a beaucoup de nouvelles, de headlines sur euh, les taux de taxes aux États-Unis. Si Kamala gagnerait, les démocrates gagneraient, mais je crois vraiment que c'est une question que elle doit gagner non seulement la présidentielle, le Sénat, mais aussi la Chambre des représentants, ce qui est environ 15% de chance aujourd'hui. Donc, hors de ce scénario-là, ça devrait être assez serein, mais octobre d'une élection américaine, c'est toujours volatile. Je crois qu'une fois qu'on est le 6-7 novembre, il y aura beaucoup plus de clarté et tout sera OK. Il n'y a pas de scénario vraiment désastreux qui nous inquiète. Un sweep d'un bord ou de l'autre, ça peut créer de la volatilité et des questionnements, mais pour l'instant, ça fait pas partie des scénarios de base. Je sais pas si Stan ou Julien ont d'autres opinions, mais Non, c'est ça serait un peu faire des paris. Aujourd'hui, c'est positionner sur un scénario plutôt qu'un autre. Du coup, ce qu'on fait, c'est vraiment voir les risques qu'on a en portefeuille, les étudier vraiment de façon risk management, comme on ne peut pas avoir une vue active nécessairement sur les scénarios privilégiés. Et ce qu'on voit, c'est que le risque en portefeuille il est absolument maîtrisé. Donc, on pourra voir ce qui se passe et si besoin, adapter par la suite, mais sans des chamboulements majeurs sur les élections. Très bien. Écoutez, nous n'avons plus de questions, donc il me reste à vous remercier tous les trois pour avoir participé à ce webinaire. Je rappelle à nos auditeurs qu'évidemment, toutes les équipes commerciales de Sycomore restent à leur disposition si jamais il y avait de nouvelles questions qui leur viennent à l'esprit. Et puis, n'hésitez pas donc à vous rapprocher également de vos contacts privilégiés pour avoir plus de renseignements sur les fonds Sycomore. Merci de votre attention. À très bientôt. Au revoir.